l'espace fait rêver les entrepreneurs. C'est le sujet que l'on va aborder dans cette première émission de Business Models, une nouvelle émission sur Télésud consacrée aux entrepreneurs. En effet, vous l'avez sans doute vu, Elon Musk va lancer 2 astronautes en orbite. L'emblématique patron de Tesla et de SpaceX donc s'apprête à lancer depuis le sol américain 2 astronautes en direction de la station internationale ISS. On parle de cet engouement pour la SpaceX dans Business Models. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir David Henry. Bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour cette première qui va nous emmener en orbite, on l'espère. Vous êtes le jeune PDG d'Exotrail. On va revenir sur ce que vous faites, des propulseurs pour satellites, et vous vous intéressez donc à cet univers de la space tech. Mais avant, on va s'arrêter sur cette actualité qui est quand même assez fascinante, cet envoi par un entrepreneur et une entreprise privée d'astronautes. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était la NASA, c'était la puissance publique, c'était les Russes qui envoyaient les astronautes dans l'espace. Qu'est-ce qui a changé ? C'est effectivement une petite, voire une grande révolution, où en fait la NASA a fait confiance à une entreprise privée, en fait mis en compétition des entreprises privées pour aller emmener des astronautes dans la Station spatiale internationale. Et donc ça, c'est une grande nouveauté. Et c'est la deuxième nouveauté, c'est que depuis 9 ans, les États-Unis devaient lancer leurs astronautes sur des fusées russes. Et donc, depuis, et quand il y aura ce lancement, ça va mettre fin à cette période un peu unique où ils n'étaient plus capables d'envoyer eux-mêmes leurs astronautes. Oui, cette dépendance vis-à-vis de la Russie qui devait les chatouiller quelque part. Mais quand on voit ces images, j'imagine que vous avez été sur Internet ou vous avez vu à la télévision cette arrivée des astronautes. On a plus l'impression d'être dans un film de Stanley Kubrick avec des combinaisons souples, des casques design, un univers, même la cabine, elle est assez épurée, quelques écrans, presque un transat. Enfin, on n'est plus du tout dans l'univers à la Soyouz avec des boutons partout, des astronautes engoncés. Alors, je pense que c'est une des différences aussi majeures, c'est je pense que SpaceX a compris l'impact que pouvait avoir la communication au sens large sur le devenir et la stratégie de l'entreprise. Et donc, le fait d'avoir... mon avis et mon sentiment, c'est que c'est vraiment volontaire, en fait. C'est le fait de ressembler à un film de science-fiction, c'est parfaitement volontaire et voulu. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens de regarder, aux gens d'être... C'est un spectacle, les lancements de SpaceX. Et donc, cet effet-là est toujours systématiquement très bien réussi. Mais alors, on revient sur ce débat public-privé. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la NASA qui a gardé le lead ? Pourquoi est-ce que finalement, alors même si c'est de l'argent public derrière, parce que la NASA fait un chèque à SpaceX, mais voilà, ça démontre que finalement, l'innovation, la capacité d'entreprendre était plus forte dans une petite start-up ? En fait, la NASA, effectivement, a fait confiance pour avoir un développement de globalement plusieurs projets spatiaux à l'extérieur d'elle-même, entre guillemets, pour aller plus vite, pour sortir des logiques internes. Et c'est qu'en fait, c'est très difficile de réduire les temps de développement, les coûts de développement, en gardant les logiques qu'on a utilisées pendant des dizaines d'années. La fameuse legacy, l'historique, les habitudes. C'est ça, exactement. Et donc finalement, alors c'est un projet, le SpaceX au sens propre, il ne faut pas penser que c'est uniquement du spatial purement commercial. La NASA, c'est la NASA qui a payé les premiers contrats de SpaceX et qui a permis à SpaceX d'exister. C'est la NASA qui a fourni la technologie du moteur utilisé sur les Falcon 9 de SpaceX. Mais par contre, ça ne s'est pas fait dans le sein du giron de la NASA. Ça s'est fait ailleurs. Certes avec une forte partie d'argent de la NASA, mais ça s'est fait ailleurs. Alors, Elon Musk n'est pas le seul entrepreneur à rêver d'espace. On a un Jeff Bezos, on a un Richard Branson. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une nouvelle frontière au sens propre, mais de business. Aujourd'hui, en fait, depuis février, l'ensemble des 4 GAFA, typiquement, investit massivement dans le spatial. Typiquement, Google a investi quasiment $1 milliard dans SpaceX. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Amazon Jeff Bezos a une société qui s'appelle Blue Origin, donc qui effectivement fait des lancements de satellites.
a aussi un projet de constellation de petits satellites. Et à la fois Facebook et Apple ont annoncé dans ces 6 derniers mois leur volonté de pénétrer ce segment et ce marché-là. Et donc on a cette révolution globale, alors c'est un des éléments, l'investissement des GAFA, il y en a plein d'autres, l'avènement des petits satellites, la révolution sur le lancement, mais tout ça caractérise une vraie révolution dans ce marché. Et est-ce qu'il y a fort à parier qu'en face, on aura des Chinois bientôt parce que c'est toujours un peu le même combat entre les gens américains et les gens chinois. On oublie les Russes, on oublie les Européens. Alors, on ne les oublie pas. Par contre, les Chinois sont déjà là. De mémoire, je crois que l'année dernière, il y a eu plus de lancements en Chine qu'aux États-Unis. La Chine a aussi des missions en dehors de la Terre, donc typiquement pour aller sur la Lune, etc., qui sont bien avancées, avec des succès l'année dernière notamment. A des constellations de satellites aussi dans les tuyaux. Donc les Chinois aujourd'hui, la Chine est une puissance spatiale. La Russie est encore là. Ça pourra un petit peu changer l'équation, le fait que les États-Unis deviennent indépendants pour envoyer des astronautes dans la Station spatiale internationale. Et l'Europe quand même reste avec Ariane 6 l'année prochaine. Donc Ariane 6, normalement le premier lancement devrait avoir lieu l'année prochaine. L'Europe reste une puissance spatiale très importante. A perdu un peu des parts de marché sur le segment du lancement avec SpaceX, mais néanmoins reste un leader sur le spatial commercial, notamment en construction de satellites géostationnaires dans le New Space, etc. Bon voilà, on va parler de ce marché de la Space Tech et de cette nouvelle frontière à conquérir par les entrepreneurs. C'est tout de suite la rubrique marché. Un marché qui fait briller les yeux des entrepreneurs. L'enjeu, c'est quoi? C'est de finalement pouvoir privatiser l'espace? Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de public dans l'espace, un peu à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas une privatisation globale du marché spatial. Je pense que la différence principale qu'il y a eu dans le marché du spatial dans les 5 dernières années, c'est la diminution des barrières à l'entrée, du coût d'entrée, en fait. Donc, si vous voulez, quand vos satellites coûtent 200, 300 millions d'euros et 100 millions de plus pour les lancer, c'est très difficile pour une nouvelle société d'aller être impliquée dans ce marché-là. Et donc, en fait, il y a eu, depuis le début des années 2010, l'avènement de satellites beaucoup plus petits. On est passé de satellites qui font la taille d'un bus globalement à des satellites qui font la taille d'une boîte à chaussures ou quelques boîtes à chaussures. C'est la même révolution que l'électronique finalement. On est passé de gros ordinateurs à des smartphones qui ont plus de puissance. Lié, en fait. C'est lié à ça. C'est l'avènement notamment la capacité qu'on a à mettre de l'intelligence, des ordinateurs de bord dans des volumes et des masses plus petites. Et puis aussi des changements d'approche globale sur le risque, etc., qui ont permis aux gens d'envoyer des satellites plus petits et de fait beaucoup moins chers. Donc cette barrière à l'entrée moins élevée favorise finalement cette opportunité pour les entrepreneurs. En fait, c'est exactement, c'est un peu une réaction en chaîne. Les barrières à l'entrée sont plus faibles. De nouveaux entrants se disent je peux lancer des petits satellites pour fournir des services d'imagerie ou télécommunication pour la Terre. Du coup, il y a besoin de nouveaux produits, de nouveaux services. Du coup, il y a de nouveaux entrants qui arrivent, etc. C'est ça, en fait, ce nouveau marché du New Space. Avec une hyperinflation du nombre de satellites, au final, on en parlait avant l'émission, je crois 6000 satellites ont été envoyés depuis le début de l'histoire de la conquête de l'espace. Il va y en avoir combien dans les prochaines années, prochaines décennies? Alors effectivement, on attend une augmentation très forte du nombre de satellites. Pour vous donner une idée, depuis le début de l'année 2020, alors en immense majorité grâce ou à cause, c'est selon, de SpaceX, on a eu plusieurs centaines de satellites déjà lancés. Et maintenant, le but, c'est en effet de faire des constellations. C'est ça. En fait, en diminuant le coût d'un satellite, vous êtes capable d'en envoyer beaucoup plus. Et ça vous amène une capacité typiquement de revisite, de couverture qui est meilleure. Et donc, on est capable de faire des constellations de dizaines ou centaines, voire milliers de satellites pour fournir Internet partout dans le monde, prendre des images de la Terre, etc. Donc cette miniaturisation favorise ces opportunités entrepreneuriales. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un entrepreneur ? Quand on voit Elon Musk, on peut se dire tout, mais ça va de la fusée aux satellites, aux équipementiers comme vous. Qu'est-ce qu'il y a à faire au software qui accompagne, voire à la lecture des données qui sont... Enfin, c'est un univers très large, la Space Tech. Vous avez dit globalement beaucoup de choses. Du début de la chaîne de valeur, quand on a des sociétés qui vont
fournir des équipements, des charges utiles, ensuite des sociétés qui vont intégrer des satellites, des sociétés qui vont lancer les satellites, on a même des sociétés qui vont trouver des places de lancement dans les satellites. Et puis ensuite, une fois que vous êtes dans l'espace, il y a les sociétés qui vont opérer les satellites, et puis celles qui vont tirer parti des données générées par ces satellites, images ou signal télécom, etc., pour aller revendre ces données sous forme de services d'imagerie, en utilisant des techniques typiquement de data analytics pour aller tirer de la valeur ajoutée grâce à ces images, ou fournir l'Internet des objets, l'Internet, etc. Et sur toutes ces dimensions-là, on a des nouveaux entrants. Et puis il y a aussi une révolution, c'est celle du business model, hein, parce qu'en effet, on peut avoir des applications privées de plus en plus fortes. Avant, on envoyait un satellite dans l'espace pour des missions de service public quelque part. Maintenant, c'est pour des services de télévision, surveiller des champs, les trajectoires de bateaux ou autres. Typiquement, l'actualité nous fournit certains exemples. La demande pour les services d'imagerie a beaucoup augmenté dans les quelques derniers mois. Pourquoi ? Parce que dans un monde où on est un peu tous confinés, avoir de l'information sur ce qui se passe dans les ports du monde, dans l'activité économique du monde, etc., beaucoup de ces choses-là peuvent être mesurées depuis l'espace. Vous pouvez aller voir s'il y a des gens qui reviennent sur les parkings de vos magasins, sur les routes, les bateaux dans les ports, etc. Et tout ça, typiquement, c'est un exemple de services liés à l'imagerie qui sont permis grâce à ces constellations de petits satellites. Moi, je le constate un peu tous les jours, avec un peu de surprise, mais il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, notamment français, mais européens, qui se lancent dans la space tech, qui lancent des startups dans cet univers. Vous les voyez autour de vous, c'est une communauté Alors oui, il y a un vrai engouement, et il y a une vraie communauté. Le monde du spatial, même globalement, alors en France, en Europe, mais dans le monde, autour de ces petits satellites, etc., en fait, tout le monde se connaît très vite. Et donc il y a une vraie communauté, et je pense qu'une des raisons, c'est parce que je pense que la passion pour ce marché-là, pour le spatial, réunit beaucoup des gens qui sont investis dans ce marché. La plupart des gens qui travaillent dans le spatial sont des passionnés du spatial, et ça, du coup, ça renforce les liens entre les entreprises, et ça permet de créer une vraie communauté. Et l'Europe a une vraie carte à jouer dans ce domaine ? L'Europe joue déjà une vraie carte, à la fois à travers l'écosystème du lancement, de la construction de satellites. Aujourd'hui, beaucoup des constructeurs de petits satellites, leaders dans le monde, en fait, sont européens, sur plutôt des nanosatellites, en France, en Angleterre, en Europe, au Danemark, etc. Donc l'Europe joue déjà sa carte. Il y a aussi des constellations de petits satellites qui sont en Europe. On peut toujours faire plus, mais c'est un environnement qui est dynamique, le New Space européen. Bon, alors justement, on va s'intéresser maintenant à votre entreprise, Exotrel. On va voir en quoi elle consiste. Alors, on revient sur l'histoire d'Exotrel. C'est une histoire qui commence à l'école. Hein. Vous êtes sur les bancs polytechniques. Hein. Ouais. Et vous dites, tiens, j'ai envie de créer une start-up dans l'espace. Comment ça s'est né, en fait ? Alors, ça s'est fait petit à petit. En fait, on était deux étudiants à l'époque, donc Paul Lascombe et moi-même. Et en fait, on sentait ce qui se passait dans ce marché du New Space. On avait des premiers lancements, typiquement d'une société californienne qui s'appelle Planet, et qui venait de lancer, début 2015, une vingtaine de satellites d'un coup. Et on sentait que ce marché se développait, mais qu'il allait avoir un besoin d'agilité dans l'espace, c'est-à-dire de pouvoir bouger en orbite pour améliorer le lancement, les performances, éviter de créer des débris, etc. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Donc oui, c'était dans le domaine de la propulsion. On s'est d'abord intéressé aux petits satellites au sens large, et en fait très vite on a rencontré un chercheur qui avait développé on va dire une brique technologique d'un petit moteur, et qui lui-même était en discussion avec un ingénieur du CNRS, Jean-Luc Maria, qui avait une forte expérience dans le spatial. Et donc en fait, on s'est retrouvé où on avait à la fois un marché qui se développait, qui avait un vrai besoin de bouger en orbite. Nous, on avait une brique technologique qui permettait de faire ça, et une équipe complémentaire qui permettait de développer le projet. Mais c'était plus par opportunisme d'entrepreneur. C'était pas quelque chose qui vous est rêvé depuis tout petit. Vous n'étiez pas amoureux des étoiles à 5 ans ? J'étais pas amoureux des étoiles à 5 ans. J'ai toujours eu quand même un peu un intérêt pour les sujets technologiques au sens large, et la passion pour l'espace est venue, on va dire, pendant le développement de ce projet-là. Alors justement, ce projet, vous nous expliquez un petit peu sur la brique sur laquelle vous vous êtes concentré ? Alors, donc au début, on s'est appuyé sur une brique. Maintenant, on a une vision un peu plus large. Nous, en fait, on permet aux petits satellites de bouger en orbite.
Et en fait, on permet à ces constellations de bouger. Et pour faire ça, aujourd'hui, on propose des solutions de propulsion. Donc c'est un moteur finalement qu'on va mettre dans le satellite pour lui permettre de bouger dans l'espace. Parce qu'il n'est pas passif, le satellite, hein, il a besoin d'évoluer. En fait, un satellite, s'il n'a pas de propulsion, en orbite basse, donc à quelques centaines de kilomètres d'altitude, il va tourner une quinzaine de fois par jour autour de la Terre. Mais par contre, vous ne contrôlez pas son orbite. Et nous, ce qu'on le permet, c'est de contrôler son orbite grâce à la fois à des propulseurs qu'on intègre dans le satellite et également à une famille d'outils logiciels pour contrôler ce satellite. Et votre produit, votre système propulsif, sur quelle technologie repose-t-il ? Alors ça rentre dans ce qu'on appelle la famille des technologies de propulsion électrique, donc en fait, ou des propulsions ioniques. On va ioniser un gaz et on va l'accélérer très rapidement dans un champ électrique. Et ça va générer de la poussée. En fait, c'est un canon à ions. Donc vous avez un gaz, vous le transformez en ion, et ensuite vous allez accélérer ces ions à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde dans un sens. Votre propulseur part du coup dans l'autre sens, et votre propulseur étant dans le satellite part dans l'autre sens. Oui, parce que dans l'espace, comme on est dans le vide, il faut dégager finalement de la matière pour pouvoir se déplacer. Exactement. Donc en voiture, vous poussez sur la route. En avion, vous poussez sur l'air, et dans l'espace, vous devez bien pousser sur quelque chose. Et donc, vous devez emmener avec vous ce quelque chose. Donc, vous nous avez apporté des photos, hein, on va les découvrir ensemble pour un peu comprendre vraiment en quoi ça consiste. Donc, ça, c'est une photo de quoi ? Donc ça, c'est notre système propulsif, ou un de nos systèmes propulsifs, on en a plusieurs. Et donc là, ce qu'on voit en haut, c'est l'endroit où se génère la poussée. Donc ça fait quelle taille là pour qu'on se rende compte en fait, donc là, ce que vous voyez à l'écran, le carré que vous voyez sur la gauche, là, c'est 10 cm de côté. D'accord. Okay. Donc en fait, en effet, vous êtes dans cette expertise de la miniaturisation. Exactement. Là, ce que vous voyez, qui fait du coup 20 cm de haut, on va revoir la photo, fait plus de 10 fois cette taille dans les satellites plus gros. Et nous, on a miniaturisé cette technologie-là pour la mettre dans des petits satellites. Donc ça peut faire plus d'1 mètre. Là, c'est un satellite. Alors là, c'est un satellite, c'est ce qu'on appelle un CubeSat. Donc c'est ces tout petits satellites. Là, ce que vous voyez, ça fait 30 cm de haut. Donc c'est ça qui est mis dans l'espace. En fait, ça ressemble à ça, comme une espèce de tour de PC. Typiquement, oui. En fait, un satellite, c'est pas très éloigné d'une certaine façon d'un ordinateur. Et là, ce que vous voyez à gauche, c'était, si on revient à l'image d'avant. Alors, on va revenir juste à celle d'avant. Voilà. Donc ça, c'est en fait un satellite de démonstration. Et à gauche, vous voyez notre propulseur, le bout de notre propulseur que vous avez vu sur l'image d'avant. D'accord. En fait, c'est notre propulseur qui est intégré dans un satellite de démonstration. La petite partie blanche qui dépasse là. Voilà. Et là, ce satellite, il est en Inde en attendant un tir qui devrait avoir lieu plus tard dans l'année. Et dernière image, donc en effet, ce jet ionisé, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais, alors on appelle ça une plume en fait. Et cette plume, donc c'est du xénon ionisé. C'est joli en tout cas. Et c'est très très joli. Et donc comme il est ionisé, il fait de la lumière bleue, d'autres gaz produiraient des différentes couleurs. Et en général, combien de propulseurs pour un satellite ? Alors en général, nous, on a une philosophie où, pour adresser des satellites un peu plus gros, de quelques dizaines ou quelques centaines de kilos, on va mettre plusieurs propulseurs pour atteindre des poussées plus importantes. Tout le monde ne fait pas ça, c'est une de nos spécificités. Mais ça peut être 1, ça peut être 2, 3, 4. Et ça marche bien, en fait, vous arrivez à en vendre beaucoup, il y a beaucoup de clients. On a l'impression que c'est un tout petit marché, finalement, l'espace, qu'il y a peut-être 2-3 clients. Il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent potentiellement acheter vos produits ? Alors aujourd'hui, nous, on a des clients aujourd'hui en Europe et en Asie, typiquement. On a aussi, on va dire, le marché du spatial, c'est un grand marché. Globalement à une centaine de milliards. Alors ça, c'est tout compris. Hein. Donc nous, notre marché, il est plus petit que celui-là. Par contre, c'est un marché qui est vraiment en fort développement. Il y avait une dizaine de petits satellites lancés par an en 2010. Il y en a eu 300 par an les dernières années, et on prévoit 1 millier par an dans les 10 prochaines années. 1 millier par an. Voilà. Ça va être assez encombré. Alors, effectivement, ça va être encombré. D'où l'intérêt d'avoir des propulseurs. Voilà. C'est un des intérêts de la propulsion. Combien ça coûte un propulseur comme celui qu'on a vu là sur le satellite indien ? Alors, globalement, le prix d'un propulseur, c'est environ 10%, entre 5 et 15% du prix du satellite. Donc ça dépend des satellites, dans notre cas, ça dépend de nos produits, etc. Et pour vous donner une idée, un satellite, un gros satellite de télécommunications géostationnaire, ça coûte environ 200 millions de dollars. Alors qu'un petit satellite, comme vous avez vu là, ça coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. Et après, des satellites un peu plus gros vont coûter quelques millions d'euros. Mais ça reste beaucoup moins cher que ces gros satellites. Vous êtes 25 personnes actuellement ? Aujourd'hui, on est 25 personnes. Ouais. Vous croissez à quelle vitesse ? Quelle est l'ambition ? C'est de devenir une entreprise de quelle taille à terme ?
Alors aujourd'hui, donc effectivement, on est 25 personnes. C'est la première année où on démarre notre activité commerciale, donc il se passe très bien depuis le début de l'année, un peu au-dessus de nos prévisions. Et après, l'objectif, c'est d'être globalement une quarantaine d'ici l'année 2022, en étant capable de produire plusieurs dizaines de moteurs par an pour des clients aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et ça, on arrive à convaincre des financiers de participer à cette aventure qui est très risquée parce que finalement, au début, on n'a pas de produit, puis on n'a pas de clients, et finalement, c'est un gros pari. Alors finalement, oui, et en fait c'est moins risqué qu'on ne le pense, parce que finalement nous, on a été créé mi-2017, et finalement on est capable d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus de revenus après 3 ans, on va dire, de durée de vie de la société, en 2020-2021. Donc on est capable assez facilement, puis on avait aussi notre logiciel qui permettait d'avoir des premiers revenus, des premiers contacts clients assez vite. Et donc nous, ce qu'on avait dit, on a levé des fonds en 2018, on a levé 3 millions d'euros, et c'est que voilà, en 2020, finalement 2 ans après seulement, entre guillemets, on pourrait commencer à générer des revenus, ce qui a été le cas. Et donc oui, et aujourd'hui on a un intérêt assez fort d'investisseurs potentiels. On a aussi été beaucoup aidé par les pouvoirs publics. On a remporté le concours d'innovation et iLab, qui sont 2 gros concours mis en place par BPI France et le gouvernement. Qu'est-ce qui vous freine le plus en tant qu'entreprise ? Qu'est-ce qui nous freine le plus en tant qu'entreprise ? C'est une bonne question. Parfois, c'est difficile en fait de recruter les bonnes personnes. Nous, on est très content d'avoir l'équipe qu'on a construite aujourd'hui. Et parfois, recruter ces postes-là peut prendre beaucoup de temps. Donc, on a parfois besoin de compétences très spécifiques. On s'en sort plutôt bien. Et aujourd'hui, on est là grâce à notre équipe. Et sinon, après, on peut aller toujours plus vite. C'est un développement technique, ça prend du temps, etc. Ouais. Bon, l'humain reste au cœur de cette création d'entreprise et cette valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on va passer à la dernière séquence qui vous est concernée, vous, David Henry. Donc David, on l'a vu, vos études brillantes, polytechniques, et tout de suite vous décidez de créer votre entreprise sans passer par la case, comme parfois vos petits camarades de plus grands groupes ou de corps d'État. C'est une évidence claire de se dire il faut que je me jette dans l'espace à corps perdu ? Alors, je ne sais pas si c'était une évidence claire, mais je pense après coup que moi personnellement j'aurais eu du mal à travailler dans une grande entreprise. Je pense que soit on préfère avoir un petit rôle entre guillemets dans un grand projet, ou avoir un rôle important et critique dans un projet certes au début plus petit, mais dont on maîtrise plus le destin. Et moi j'étais plutôt dans cette deuxième catégorie-là. Qu'est-ce que vous avez découvert entre le moment où c'était un projet, un rêve, et maintenant après quelques années d'expérience ? Pas mal de choses. Si vous voulez un métier de tout repos, il ne faut pas créer une boîte dans le spatial. Mais c'est passionnant. On apprend. En fait, moi, j'ai de la chance à 26 ans de pouvoir gérer cette entreprise avec mes associés. Et je pense vraiment que c'est une chance. Alors, c'est beaucoup de travail, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et globalement, il y a une partie de travail et puis il y a une partie de chance qu'il faut provoquer, certes. Mais... Vous avez des business models, c'est-à-dire des entrepreneurs, hommes ou femmes, qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent encore aujourd'hui ? Oui, moi j'ai eu la chance depuis le début d'Exotrail de pouvoir être conseillé par des gens qui ont une expertise en création de sociétés et qui ont même pour certains investi dans l'entreprise. Il y a typiquement un entrepreneur qui a créé une société dans les piles à combustible pour véhicules électriques, une société qui s'appelle Symbio, et qui lui typiquement, c'est Fabio Ferrari, ça s'appelle. Typiquement, on va dire, d'une certaine façon, permet, on va dire, d'accompagner la société, et moi en particulier. D'accord, donc c'est des business models qui vous sont proches, qui sont concrets, pas des Elon Musk. Là, c'est très concret pour celui-là. Ouais. Et après, alors, Elon Musk, on peut un peu se méfier, parce que c'est la réponse simple à cette question. Mais il y a certaines choses, je pense, dont il faut vraiment s'inspirer. Une logique d'ingénierie qui est d'aller vers le simple plutôt que d'aller vers le compliqué. Tu as une phrase de Elon Musk que j'aime bien, c'est que un bon ingénieur, on va dire que les bons ingénieurs passent pas du temps à optimiser quelque chose qui ne devrait pas être là, en fait.
Et l'objectif, c'est d'aller vers le plus simple possible, parce qu'avec le plus simple, en général, c'est le plus efficace, etc. Donc il y a une philosophie d'ingénierie qui est, je pense, la bonne, et puis une prise de risque qui est aussi d'une certaine façon, un peu un modèle. Dernière question, votre rêve le plus fou, où est-ce qu'il vous emmène ? Nous, alors, on a une vision avec Exotrail qui va très loin. Et moi, je pense que le spatial aura encore plus évolué si on est capable d'aller construire des choses dans l'espace. Finalement, pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, partir de la Terre, c'est le pire endroit possible. Parce que c'est là où il faut le plus d'énergie pour y aller. Et si on était capable d'être en orbite, d'habiter l'orbite pour aller construire des choses qui nous permettent d'aller plus loin, et si nous, on pouvait, à notre niveau, participer à cette révolution-là, je serais très content. Ouais. Eh ben, nul doute que vous allez participer à cette belle aventure de la conquête spatiale. Merci David Henry de nous avoir rendu visite et puis j'espère qu'on pourra suivre votre aventure au cours des prochaines années. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Business Models. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.